Et merci à nos guests d'être présentes aujourd'hui pour nous parler de leur parcours. Là, on a 3 guests normalement pour cette table ronde. Il y a Christelle qui ne va pas tarder à nous rejoindre. Aujourd'hui, ce n'était pas évident avec les grèves de transport. Ça arrive, mais on va commencer. Elle ne va pas tarder, elle va nous rejoindre. Donc, cette première table ronde, c'est... Parce que vu que le thème, c'est la place de la femme dans le monde du digital et de la tech, quoi de mieux que d'avoir des femmes qui ont justement faire leur place dans ce monde-là pour nous en parler. Je voudrais déjà remercier Diversité Alternative pour cette invitation. Je suis honorée et tout particulièrement Larissa qui m'a justement gentiment invitée à cette table ronde. On se connaît bien avec Larissa parce qu'on travaille dans la même banque. Donc je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui et j'ai accepté tout naturellement parce qu'il y a 3 mots dans le thème de la table ronde aujourd'hui qui me parlent personnellement. Donc le premier c'est femme, j'en suis une, donc j'ai subi comme toutes les femmes présentes aujourd'hui et ailleurs pas mal d'obstacles, de barrières, de préjugés dans ma vie, que ce soit personnel ou professionnel. Ensuite, il y a la tech, donc je suis femme ingénieure, donc pareil, j'ai pas subi de préjugés, mais je me rappelle pendant mes études, j'étais dans une école d'ingénieurs française, parisienne en l'occurrence, et on était 15% de femmes. J'ai évolué à la fois dans des directions IT, mais également des directions marketing, digital en l'occurrence. Et donc au bout de 6 ans, je voulais me renouveler, donc c'est là où j'ai rejoint la banque, où je travaille actuellement, et donc j'ai rejoint le cabinet de conseil interne de cette banque, et donc c'était un cabinet qui était plutôt orienté stratégie, voilà, c'est un cabinet de conseil en strat et en management, et donc j'ai évolué là-dedans pendant 3 ans pour ensuite rejoindre la banque commerciale de cette banque, parce que c'est une banque en fait européenne qui a plein d'activités, pas que bancaires, assurantielles, etc. Et donc j'ai rejoint la banque commerciale en tant que chief of staff auprès de la directrice générale de la banque. Chief of Staff, c'est un poste un peu barbare encore aujourd'hui, mais c'est un poste super intéressant. Donc, si vous en entendez parler, n'hésitez pas à postuler. C'est un poste un peu d'adjoint sur du secrétariat général, de comité exécutif, de la com, pas mal de com, auprès du directeur avec lequel surtout on travaille. Et donc voilà, j'ai fait ça pendant 1 an et quelques. Et puis ensuite, j'ai pris cette responsabilité de la strate digitale au sein de cette banque. Donc ça fait quelques mois maintenant que j'y suis et j'y évolue. Voilà, c'était un peu long. Non, tu es dans ton timing, super. Merci beaucoup, Charles. Bonjour à tous et vraiment merci pour une fois de moi. Donc moi j'ai connu un événement à travers une amie, Lydia, on était dans la même école d'ingénieur et elle m'a expliqué, parler du projet. Je trouvais ça vraiment inspirant, le fait de pouvoir encourager plus de femmes dans la tech, surtout des femmes venues de la diversité. Et voilà, c'est vraiment, je fais partie du combat. Super. En tout cas, merci encore d'être là. Alors du coup, vu qu'on est là pour en savoir plus sur vous, notamment sur votre parcours, est-ce que c'est possible de nous dire comment vous avez fait pour arriver où vous êtes aujourd'hui, c'est-à-dire vos études, quel a été l'élément déclencheur surtout, pourquoi cet univers de la tech, comment vous avez fait pour rejoindre la tech et ce que vous faites actuellement, votre poste de mission. Donc, Charles, vu que tu as le micro, tu peux commencer. Toujours avec plaisir pour commencer. Moi je suis franco-marocaine, marocaine en premier lieu puisque j'ai vraiment grandi au Maroc, à Casablanca, qui est une très belle ville, et j'ai fait toutes mes études académiques là-bas, y compris les classes préparatoires. Et puis ensuite, j'ai intégré une école d'ingénieur à Paris. Donc déjà, c'était une difficulté. Alors, on n'en parlait pas, les chiffres étaient super intéressants, mais je pense que si on rajoute le prisme, le facteur diversité, les chiffres baissent encore plus.
Donc je tenais quand même à le souligner. Et donc voilà, j'ai intégré une école d'ingénieur en France, à Paris. Et puis ensuite, j'ai complété ça par une école de commerce, hein, parce que même à l'époque, je voulais quand même me diversifier, voilà, avoir à la fois de la tech, hein, mais aussi du business. Et donc à la suite de tout ça, j'ai évolué à la Défense, parce que j'ai rejoint un cabinet de conseil qui est juste à côté. Et donc j'y étais pendant 6 ans. J'ai mené des missions autour de la stratégie digitale justement, auprès de pas mal de clients du CAC 40. Donc ça a duré 6 ans. J'étais aussi opérationnelle sur pas mal de projets de lancement de produits digitaux. Donc j'ai évolué à la fois dans des directions IT, mais également des directions marketing, digital en l'occurrence. Et donc au bout de 6 ans, je voulais me renouveler. Donc c'est là où j'ai rejoint la banque, où je travaille actuellement. Et donc j'ai rejoint le cabinet de conseil interne de cette banque. Et donc c'était un cabinet qui était plutôt orienté stratégie. Voilà, c'est un cabinet de conseil en strat et en management. Et donc j'ai évolué là-dedans pendant 3 ans pour ensuite rejoindre la banque commerciale de cette banque. C'est une banque en fait européenne qui a plein d'activités, pas que bancaires, assurantielles, etc. Et donc j'ai rejoint la banque commerciale en tant que Chief of Staff auprès de la directrice générale de la banque. Chief of Staff, c'est un poste un peu barbare encore aujourd'hui, mais c'est un poste super intéressant. Donc si vous en entendez parler, n'hésitez pas à postuler. C'est un poste un peu d'adjoint sur du secrétariat général, de comité exécutif, de la com, pas mal de com, auprès du directeur avec lequel surtout on travaille. Et donc voilà, j'ai fait ça pendant 1 an et quelques. Et puis ensuite, j'ai pris du coup cette responsabilité de la strate digitale au sein de cette banque. Donc ça fait quelques mois maintenant que j'y suis et j'y évolue. Voilà, c'était un peu long. Non, tu es dans ton timing, super. Merci beaucoup, Charles. Fatou, du coup. Ouais, alors je pense que j'ai un parcours qui a pris, j'ai moins de carrière qu'elle, donc ça va être plus rapide. Moi, je suis sénégalaise, d'origine sénégalaise, donc j'ai grandi au Sénégal, j'ai fait tout mon cursus là-bas. Je suis arrivée en France en 2012. Je fais 2 ans de prépa. À la suite de ça, j'ai intégré l'école polytechnique. Je suis restée là-bas pendant 3 ans. Après cela, j'ai fait un master à l'université de Berkeley. À la base, je voulais faire electrical engineering, donc c'est vraiment faire de l'électrique. J'ai fait un projet et j'ai vraiment détesté, donc j'ai décidé de tester la data science. J'ai fait 2 stages. J'ai fait un stage à la BNP, un stage à AXA, et j'ai pas du tout aimé non plus. Donc à la suite de ça, j'ai des amis qui m'ont parlé de software engineering. J'ai toujours aimé les ordinateurs. On va parler des salaires qui étaient super intéressants, donc je me suis dit bon, pourquoi pas. Et à la suite de ça, du coup, ça fait que depuis à la suite de mon master, j'ai intégré Palantir, qui est une organisation tech. En fait, et ce qu'on fait, c'est vraiment on a un software qui permet à des gens de faire de la science. Donc, c'est toujours lié à la science, mais dans mon day-to-day, je suis développeur web. Donc, ce que ça veut dire, c'est que je code des applications web, que je vais penser à l'expérience client, que c'est vraiment... et je me rends compte que c'est vraiment ce que j'aime, parce que c'est vraiment un travail qui demande de réfléchir, mais également de se demander, ok, comment créer ce truc. C'est vraiment créer quelque chose from scratch que j'aime beaucoup. Donc, et je fais ça depuis 4 ans. Donc, c'est un petit peu ça au parcours. D'accord, merci. Donc, tu peux garder le micro. Ok, merci en tout cas pour vos parcours. Du coup, si on revient un peu, c'est vrai que tu dis que ça ne fait pas très longtemps que tu travailles, mais pour observer la différence, en fait, l'évolution, c'est-à-dire quand tu étais sur les bancs de l'école, la présence de la quantité ou le nombre de femmes, entre l'écart qu'il y a entre il y a quelques années quand tu étais à l'école et maintenant que tu es en activité. Est-ce que ça a été constant? Est-ce qu'il y a eu de l'écrémage au fur et à mesure? Comment ça évolue? Il y a eu de l'écrémage, il y a eu clairement de l'écrémage parce que du coup, j'ai fait mes études au Sénégal.
Donc, dès la seconde, on voit un petit peu quand il y a la différence parce qu'il y a beaucoup moins de filles dans la filière scientifique. Dans ma classe de terminale, qui est l'année du bac, par exemple, on était 13, il y avait 4 filles. À la suite, en prépa, il y avait également moins de filles. En école d'ingénieur, il y avait 10 ou peut-être 15% de filles. Et là, par exemple, je travaille dans une boîte. Alors, il y aura quand même des filles, mais dans les métiers vraiment tech, comme surtout ingénierie, par exemple, on va être 7 et il y aura 2 filles, par exemple. Donc, il y a vraiment de l'écrémage qui s'est passé. D'accord. Et Chirac, pareil pour toi? Oui, tout à fait. C'est exactement pareil, dans le sens où j'évoquais mon école tout à l'heure, donc c'était il y a une quinzaine d'années, on était 15%. Et aujourd'hui, dans le monde où j'évolue, stratégie digitale, mais du coup, comme ça a été souligné tout à l'heure, digital tech, c'est à peu près pas exactement les mêmes équipes, mais ça travaille ensemble. Et très souvent, dès qu'on fait des hybrides, on travaille avec les équipes techniques, technologiques. Là, en réunion, il y a beaucoup moins de femmes, clairement. Donc, et c'est toujours le cas aujourd'hui même, et même là où on travaille. donc voilà, c'est un constat qui perdure malheureusement. Mais il faut des actions pour pouvoir faire évoluer les choses. C'est pour ça qu'on fait des conférences comme celle-ci, des événements comme ceci en fait. Du coup, on va profiter pour accueillir Christelle qui nous a rejoint. Merci d'être là, Christelle. Et je sais que ça n'a pas été évident avec les perturbations, mais c'est pas grave, tu prends le train en route. Donc déjà pour commencer, est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a motivé à accepter l'invitation de Diversité Alternative aujourd'hui? Alors, merci pour cette invitation. C'est un honneur d'abord d'être là. Et pourquoi j'ai voulu venir, c'est parce que c'est un sujet, le sujet de la femme est un sujet qui me tient à cœur. Moi-même, en tant que femme de la tech et présidente d'une autre association dans le domaine de la tech qui travaille non seulement en France mais aussi au Cameroun avec les femmes, je suis personnellement, touchée par le sujet et c'est toujours important lorsqu'on peut parler de soi, de ce qui nous arrive, ça peut accompagner, ça peut aider d'autres femmes et bien sûr les hommes pour pouvoir faciliter la participation des femmes dans le secteur de la tech et même simplement aider les femmes à se surpasser, à être elles-mêmes et à ne pas avoir ce que j'appelle souvent le syndrome de l'imposteur. Voilà. Effectivement. Et du coup, ça nous permet, est-ce que tu peux donc nous parler de ton parcours, qu'est-ce que tu as fait jusqu'à présent et ton poste actuel, tes différentes activités et surtout quel a été l'élément déclencheur pour que tu te retrouves dans l'univers de la tech? Alors, je vais peut-être commencer par la dernière question. Quel a été l'élément déclencheur? C'est un peu... Ce qui a déclenché mon envie d'être dans la tech, ce sont mes parents. Ce qui est mathématique, un peu technique, ne nous faisait pas peur dès la base. Donc, en fait, c'était léger de se lancer dans le secteur. Donc, et c'est comme ça qu'après mon bac C au Cameroun, j'ai choisi donc la filière mathématique. On me disait, j'allais en fac à l'université Léon Debrun et on me disait c'est la filière la plus difficile. Et je me suis dit, c'est ça que je vais faire, sans savoir ce qui allait se passer devant. Je ne suis pas très sûre que... non, mais je crois que c'était quand même la bonne décision. Donc, après maths, licence en maths, master, on va dire, j'ai trouvé que les maths c'est bien, mais je ne trouvais pas de côté vraiment pratique. On faisait beaucoup de maths pures, vraiment très aérien, mais je ne voyais pas comment appliquer ce que je fais à quelque chose de palpable, surtout au Cameroun. Bien sûr, ce n'était pas mauvais au Cameroun, hein, ça va, mais bon, il y avait quand même des choses à nous. C'est comme ça que je me suis lancée dans l'informatique. Ensuite, j'ai travaillé pour un cabinet de conseil qui est l'ex-Enseignant au Cameroun. Et pendant que je travaillais là, j'ai découvert le secteur
du conseil. J'avais quand même déjà initialement la fibre entrepreneuriale par les activités de ma mère, qui créait toujours des petits business, ainsi de suite. Même si ça ne marche pas, elle va toujours faire le lever et tout. Donc, ce côté entrepreneurial était aussi en moi, en plus du côté scientifique. Et c'est comme ça que j'ai créé ma boîte de services du numérique pour répondre aux besoins des PME camerounaises. Donc, dans l'audit de la sécurité, des systèmes d'information et l'intégration des solutions de gestion d'entreprise. Et du coup, aujourd'hui, Aujourd'hui, après 10 ans de bons services au Cameroun et autres, bon, je me suis dit, OK, il faut voir ailleurs, il faut développer l'entreprise et améliorer les services, créer des partenariats, parce que je me suis rendu compte que c'est par ça qu'on rend l'entreprise pérenne et qu'on peut ouvrir d'autres panels, d'autres secteurs d'activité, quoi. Et donc, en venant, j'ai décidé de venir en France. J'ai fait Télécom Paris, Polytechnique Paris, et j'ai fait un executive master en architecture d'entreprise. Et c'est comme ça qu'actuellement, j'accompagne l'une des plus grandes business schools dans la transformation, pour faire leur transformation digitale. Ils ont énormément de projets, et donc moi, en tant qu'architecte, je les accompagne pour analyser comment les applications, les serveurs, les processus métiers et la stratégie vont fonctionner ensemble globalement. Voilà. Excusez-moi, il y a un volet de fonctionnaliste pour votre métier. Exactement. C'est pour ça que je parle des processus et voilà. Exactement. Ok. En tout cas, merci. De toute façon, après, on aura aussi la phase des questions. Donc, je vais me permettre d'embrayer sur la question suivante. On se dit, si on s'interroge aujourd'hui sur la place de la femme dans l'univers de la tech, c'est parce que on sait que c'est assez... jusqu'à il n'y a pas longtemps, les femmes n'étaient pas très attendues dans ce milieu-là. Et donc forcément, en tant que femme, et en plus peut-être issue de la diversité, vous avez certainement vécu des situations discriminantes ou... voilà. Est-ce que vous avez des anecdotes ou des choses à nous partager par rapport à ce que vous aurez vécu en tant que femme dans l'univers de la tech et peut-être encore issue de la diversité? Il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit, une anecdote, une histoire Alors, est-ce que c'est possible de reprendre la question? Donc je dis, en fait, je voulais que vous nous parliez en fait sous forme d'anecdote. Peut-être c'est Fatou qui va commencer. Bon, tu as le micro, vas-y. Peut-être de se dire surtout de nous parler des histoires discriminantes que vous avez vécues. Une anecdote en fait, des situations où on vous a clairement montré qu'on n'attendait pas les femmes là-bas. Peut-être vous êtes arrivé quelque part, vous étiez la seule femme, ou on a à peine caché que non, c'est pas ta place là. Est-ce que vous aurez des anecdotes comme ça à nous partager pour nous illustrer un peu cette difficulté qu'ont les femmes dans cet univers-là? Je vais prendre 2 anecdotes significatives qui m'ont particulièrement marqué. Je me souviens, quand je faisais maths à l'université de Yaoundé 1, nos amphis étaient énormes. C'est-à-dire qu'un amphi 500 avait pratiquement 1000 étudiants. Et il était question de choisir la fille qui allait être, la personne qui allait être présidente du club mathématique. Et initialement, je n'avais pas prévu d'être présidente. Mes camarades, j'étais dans l'association, mais la personne qui est venue parler de ça devant a dit, bon, on veut quelqu'un pour être président, et mes camarades ont commencé à dire, là voici, en fait, pour me déranger. Parce que monsieur disait, non, clairement, elle ne va pas y arriver, elle est trop petite, elle risque même pas de parler à 3-4 personnes et on l'écoute. Et donc, pour me déranger, ils ont insisté que je sois présidente. Et le monsieur devant a dit, oui, venez donc. Et donc, ok, je suis venue. Et j'ai failli chuter, quoi. Tellement il y avait... Oui, carrément, j'ai failli m'écouler. Je me sentais totalement incapable de prendre la parole devant 1000 étudiants qui, lorsque tu parles, vont te cracher des mots plutôt pas cool, vraiment. Et donc, j'ai pris mon courage à 2 mains. Je me suis souvenue d'une phrase que ma mère nous disait souvent. Enfin, ma mère nous interdisait de lui dire que je ne peux pas.
l'expression « je ne peux pas » était interdit et banni du vocabulaire. Il fallait plutôt essayer de dire « voici comment je pense qu'on peut régler le problème ». Et mon père qui me disait « prends des initiatives ». Quand tu veux faire, prends des initiatives. Tu ne peux pas t'asseoir là et regarder, donc prends des initiatives. Et donc, je me suis retrouvée avec ces deux phrases devant. Et étonnamment, moi-même, je me suis surpris. Je me suis retrouvée en train de dire, oui, voilà, bon. Honnêtement, dans le club, je constatais qu'il y avait des choses qu'on pouvait améliorer. Donc, je me le disais intérieurement. Et ce jour-là, poussé devant, j'ai tellement parlé. Et au début, les gens se moquaient de moi. On me disait des phrases du style mais qu'est-ce qu'elle fait là? Tu as perdu ton père n'est pas ici, enfin ce genre de trucs pour non seulement me dénigrer parce que j'étais petite, mais ensuite j'étais une fille et combien de filles, enfin je représentais combien de filles dans toute cette amphi, ça était moins de 10%, presque 7% de filles. Donc je me suis sentie choquée de recevoir autant de dénigrement parce que je suis une fille et très menue par rapport à tout. Mais je ne me suis pas laissée... Et donc, tellement j'ai parlé fort et avec du courage qu'ils ont fini par se taire pour écouter quand même ce que la petite fille là voulait dire. Donc, au final, après plein de choses, j'ai été présidente. Et dans le monde professionnel... J'ai été présidente, j'ai été reçue par le recteur de l'université qui était une femme pour m'encourager en fait pour les efforts qu'on a réussi à faire. Et dans le monde professionnel, clairement, je me suis presque très régulièrement retrouvée en tant que seule femme dans la salle. Et l'une des anecdotes, elle est très récente. Un responsable, on est en train de parler d'un sujet sur l'audit de sécurité, on a quelqu'un qui vient et qui ne comprend même pas le sujet. Je vais mettre entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a des normes dans la sécurité, comme la norme par exemple ISO 27001, que moi j'ai appris, pour laquelle j'ai fait des audits de sécurité au Cameroun et autres, donc je suis assez aguerrie sur le sujet. Mais comme ce n'est pas ça que j'avais mis en avant dans mon CV, donc je reste assez calme et la personne dit des choses vraiment... je vais rester polie par rapport à la personne, mais vraiment incohérente. Et je prends la parole, j'explique des trucs. Et comme c'était que des hommes dans la salle... J'étais la seule femme. J'étais la seule femme, mais franchement, l'un des responsables de ma boîte se permet de dire que nous sommes sûrs. Non, c'était des trucs théoriques et ainsi de suite. Mais j'ai jamais envie de lui dire, mais enfin, et même si c'était théorique, c'est théorique, mais c'est correct comparé à ce qui n'est pas correct qui est en face. Et donc, j'ai fini par lui dire que bon, voilà, j'ai réalisé tel audit à tel endroit, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Par rapport à mon expérience, voici comment ça se passe. Donc, pour avoir un peu de crédibilité. Pour avoir de la crédibilité, ouais. Il faut toujours... Et c'est ça, c'est vraiment, c'est comme une sorte de bataille à chaque fois pour pouvoir s'imposer et finir par se faire accepter dans un milieu particulièrement masculin et où on n'a pas l'impression qu'une femme peut exceller. C'est dommage, mais il faut se battre. D'accord, merci beaucoup. Et du coup, peut-être qu'on va passer la parole à Fatou. Merci Estelle. Est-ce que, du coup, toi, dans ton poste actuel, tu as vécu des situations discriminantes comme ça? Moi, c'est un peu compliqué parce que je pense que depuis que j'ai grandi au Sénégal, je n'avais jamais subi de discrimination directe. Et je ne savais même pas que les gens pensaient que les femmes ne pouvaient pas être sur la tech. Donc quand une personne vient nous voir et même, par exemple, une anecdote, c'est je travaillais dans une entreprise au sein de mon école d'ingénieur et du coup j'étais allée voir un client pour lui faire un site web. Et j'ouvre la porte et il me regarde vraiment de manière surprise. Et moi, je n'ai pas fait attention, je continue, je trace mon chemin. Et là, je me rends compte, c'est vraiment parce que j'étais déjà femme noire et il me posait des questions en mode ah, mais je ne savais pas que Polytechnique avait des femmes. C'est genre de choses. On parle de quelle année là? Ça date pas de Même pas longtemps.
rendu compte de la discrimination quand j'ai commencé à travailler. Parce que j'ai des collègues qui me disent « Ah, mais c'est très bien que tu sois femme ingénieure. » Je me suis dit « Mais pourquoi ça te surprend? Genre, pourquoi je n'ai pas ma place ici ?» Et c'est là que je me rends compte qu'en fait, ils ont une autre vision de moi que moi, je ne m'étais pas rendu compte. Et c'est comme ça, en fait, que tu te rends compte que « Ah, mais peut-être que ce geste-là, c'est peut-être de la discrimination. » Et c'est qu'elle dit, le fait qu'il faut tout le temps se prouver, en fait. Il faut tout le temps... quand c'est un homme, on assume qu'il est capable. Quand c'est une femme, c'est le contraire. Il faut que tu prouves que tu es capable, que tu mérites ta place. Par exemple, là, récemment, je travaille avec une collègue de notre équipe, et le gars, il a mis en place un meeting pour m'expliquer comment faire un truc que je faisais depuis 2 ans. J'étais en mode, mais attends, oui, c'est non. Toi, tu viens d'arriver dans la boîte il y a 3 semaines et tout. Comment c'est possible que tu sois en mode en train de m'expliquer comment faire ça, pourquoi il faut faire ça et ça? Mais moi, je dis rien. Ce que je fais, c'est juste, j'attends 2 semaines après, je lui envoie, et là, il est en mode « Ah, mais c'est trop bien et tout, comment tu as fait ça, est-ce que tu peux me montrer ?» C'est vraiment, en fait, moi, j'ai eu la chance d'avoir grandi au Sénégal et d'avoir des parents et des hommes qui m'ont entouré qui n'étaient pas du tout discriminatifs, donc je pensais vraiment pas du tout que c'était quelque chose qui se faisait. Mais c'est vraiment, on a rejoint notre entreprise tech avec des gens qui, tous les jours, te parlent de discrimination, où tu te rends compte que vraiment, bon, c'est un petit peu bizarre quand même le traitement que j'ai là. C'est là que tu te rends compte que c'est vraiment de la discrimination, mais voilà. C'est pas du tout direct, mais c'est vraiment discrimination indirecte, souvent. Ok, merci. Du coup, Chirac, est-ce que tu as un souvenir comme ça des anecdotes? Oui, je voulais revenir sur ce que disait Fatou sur l'entourage. Je pense même Christelle, qui est très importante, pareil, j'ai grandi au Maroc et j'ai eu la chance pour le coup, parce que toutes les Marocaines ne vivent pas ça, mais j'ai eu la chance d'avoir un entourage, et notamment un père qui est ingénieur aussi, et qui a ouvert les portes pour moi, donc il n'y avait pas d'obstacle, mais ce n'est pas le cas de toutes les femmes dans ces pays-là, je tiens quand même à le souligner. Donc il y avait quand même, j'étais privilégiée dans un sens d'avoir un entourage familial comme ça. Donc une fois que j'ai dit ça, effectivement, en termes de discrimination, j'en ai pas vécu de manière frontale. Pareil, quand je suis arrivée en France, en école, on me posait des questions sur surtout mes origines, et par rapport à la tech et le digital, j'ai raconté 2 petites anecdotes rapides. En fait, pour moi, ça dépend aussi du degré de responsabilité qu'on te confie. Donc, quand j'étais stagiaire, à un moment donné, donc début de carrière, donc je ne sais même plus ce que je faisais exactement dans le cadre de la mission à l'époque, mais je me rappelle être arrivée dans une direction SI pour m'occuper d'un truc, un projet. Et on était 2 femmes, et en plus 2 jeunes femmes pour accompagner le projet. Il n'y avait que des mecs autour de nous, et en fait, on était hyper choyés. Faut se le dire, on était très bien accueillis, c'était ravis d'avoir 2 petites avec eux, donc ça s'est super bien passé, parce que de toute façon, on était là pour apprendre. On était stagiaires, donc tout s'est super bien passé, et j'avais adoré le stage en l'occurrence. En revanche, quelques années plus tard, donc forcément, on gagne quand même en expérience, et donc forcément, on a plus de responsabilités. Et donc, je dirais 6-7 ans plus tard, je me suis retrouvée à un moment donné à prendre le lead d'un gros projet plutôt business, lancement d'une nouvelle offre, avec un pendant digital assez important. Et donc, normalement, le poste que je devais avoir, parce que j'avais l'expérience pour, c'était d'être responsable digital, du volet digital de cette offre. Donc j'arrive, c'était une personne, le décisionnaire sur le staffing, le dispositif, c'était un homme. Et donc quand j'arrive, il me voit, pareil, toute petite, toute menue, avec ma petite voix. Et donc il a regardé le CV. Mais juste avec les préjugés, il s'est dit, c'est un gros sujet, il va être politique, quand il y aura des comités de pilotage, je ne sais pas si vous serez en capacité de porter les sujets, etc., etc. Et donc, ce qu'il a fait,
et ça a duré 2 mois. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis un cinquantenaire avec moi. On était deux. Donc, j'étais en lead, mais le cinquantenaire à côté, qui était mort de rire à chaque fois parce que je faisais tout les 2 premiers mois, il était, voilà, enfin, la situation le faisait marrer. Et en fait, comme je prenais la parole à chaque fois, et bah, c'est moi qui pilotais le projet, donc là, en fait, ce client-là, parce que c'était dans le cadre de mes missions de conseil, ce client-là, c'est un peu détendu, il m'a dit « Ah ben non, mais c'est bon, on n'a plus besoin de cette personne-là, donc vous continuez », et il m'a proposé un autre projet après. Et donc en fait, comme disait Fatou, enfin, quand tu es femme et en plus issue de la diversité, il y a ce double effort à chaque fois, le prouver, et je continue à le vivre, donc voilà. Et on va prouver. Hein. Merci. Toi, selon ton expérience, quelle est la place donc, de la femme dans le monde du digital aujourd'hui? Pour moi, elle a toute sa place. Et elle a voilà, toute sa place. Et il faut juste se rendre compte que le digital, c'est toute une chaîne de valeur. Donc il n'y a pas que la tech. Il y a, quand on parle de digital, il y a la partie marketing digital, communication digitale, enfin, voilà. C'est toute une chaîne de valeur qui, en bout de chaîne, finit par le delivery, les nouvelles tech, enfin, c'est tout un truc. Et donc en fait, ce que j'ai toujours constaté, c'est que quand on dit digital, il y a des femmes. Donc là où j'évolue, par exemple, il y a beaucoup de femmes. Quand on prend toute la big picture, enfin toute la chaîne de valeur. Sauf que la répartition, elle n'est pas bonne, puisque la plupart des femmes, elles font du marketing, de la com, typiquement là où je travaille, toute l'équipe acquisition digitale. Donc c'est de la tech un petit peu, hein, mais pour ramener des leads, marketing, etc., c'est 90% de femmes. Toute l'équipe social media, c'est 100% de femmes. La com, également 80% de femmes. Et on parle de digital. Elles ont la casquette digitale également. En revanche, dès qu'on parle de product management, donc là c'est des product owners, des product managers, parce que là où on travaille, on est dans l'agile. Dès qu'on parle business analyst, dès qu'on parle IT tech, là, ça chute complètement, et c'est même dans les équipes, il y a 90% de mecs. Donc voilà, c'est un peu le constat que je fais aujourd'hui. Il faut peut-être une meilleure répartition de cette genre féminine sur toute la chaîne de valeur dans le digital, mais elles ont toute la place. Et puis, quand il y a des femmes dans le delivery, elles font très très bien leur travail. Alors, en revanche, ce qui est bien aussi, là où je travaille, c'est que la partie, on appelle ça la Digital Factory, c'est la delivery, la responsable, c'est une femme. Donc je pense que les choses vont changer petit à petit, enfin, j'espère. On espère bien, en tout cas. Ok, donc du coup, on va se ramener vers la fin de notre table ronde. Je vais du coup vous poser la question à chacune d'entre vous, de nous dire si vous deviez conseiller une femme pour se faire une place dans l'univers de la tech, ce serait quoi votre dernier mot, votre conseil? Chacune a son tour de rôle. Tu peux commencer. Moi, je dirais, et ça, je me l'applique également, je continue à me l'appliquer parce que voilà, je continue à avoir des obstacles. Donc je dirais trois verbes d'action qu'on peut s'appliquer. Le premier, c'est croire en soi, parce que très souvent on parlait de croyances limitantes, et des fois on se limite nous-mêmes en tant que femmes. On se dit c'est pas notre place, voilà, on n'est pas capable, syndrome de l'imposteur, on va pas y arriver, etc., etc. Et puis la société nous impose également quelques directions dans nos vies personnelles et professionnelles. Donc il faut s'en défaire et surtout croire en soi, en ses qualités. Et le deuxième verbe d'action, je dirais oser. Et donc ça me parle l'anecdote. Donc il faut oser quoi. Et surtout là, on n'attend pas de femmes et de femmes issues de la diversité, encore moins.
Donc oser, du courage, mais oser. Et puis le dernier, même avec les deux, donc c'est pas évident. Le dernier, c'est persévérer, parce que même, on croit en soi, on ose. Et puis à un moment donné, la société, elle va pas bouger, elle bouge, mais lentement. Et donc il faut continuer à persévérer, à y croire et à continuer à prouver, quoi. Donc voilà. Merci beaucoup Ishraq. Fatou, du coup? Ouais, alors pour moi, ce que je dirais comme conseil, c'est le truc sympa avec la tech, c'est qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée. Donc par exemple, pour se former, pour devenir développeur web, il suffit d'avoir une connexion internet et un ordinateur portable. Et il y a tous les tutoriels gratuits. Donc moi, il n'y avait pas besoin d'avoir confiance, parce que moi, je n'ai pas du tout confiance en moi, mais il faut juste être sûr, savoir ce qui est important pour soi. Moi, ce qui est important pour moi, c'est d'aimer ce que je fais et que ce soit bien payé. C'est ça les critères. Et la tech, c'est l'un des métiers où il y a moins d'efforts. Et la tech, c'est l'un des métiers où il y a le moins d'efforts à fournir pour une paye qui est vraiment super sympa. Donc, en fait, il ne faut pas se dire que ok, cette personne-là ne m'aime pas en tech, ne va pas m'accepter, mais c'est fou. Toutes les entreprises, il y a un gap énorme en tech. Donc, que vous soyez une femme, homme, de la diversité ou pas, dès que vous avez les skills, vous pouvez entrer. Et personne ne peut vous empêcher d'avoir les skills, donc il faut juste y aller et juste. Je veux de l'argent, je veux faire de la... Oui, c'est ça, la bottom line. Et moi, je rajouterais, je suis totalement d'accord avec ce qu'elles ont dit. Moi, je rajouterais, quel que soit ce qui s'est passé avant. Tu es mère, tu es, je sais pas, tu as 6 enfants, tu as 50 ans, tu as 18 ans, tu as 20 ans ou 30 ans, on s'en fout, enfin on s'en fout pas. Mais ce qui est passé est passé. Donc what is the next right move now? Quelle est la prochaine action? C'est toujours ce qu'il faut dire, il faut regarder devant. La prochaine action, c'est quoi? Si j'identifie ce qui me plaît dans la bottom line, va être cool, alors qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il faut que je me forme? Il faut se former et c'est gratuit. Vraiment, pour moi, globalement, les formations de la tech sont généralement gratuites, à moins que ce soit vraiment exceptionnellement compliqué. De deux, après avoir participé à quelques programmes très intéressants qui m'ont permis de voir des trucs aux États-Unis, à la Silicon Valley et autres, postuler à des programmes, il y a plein de programmes pour encourager les femmes. Tech Women, il y a énormément de programmes par des grands organismes pour encourager les femmes, donc il faut oser. Parfois dans ces programmes-là, il n'y a même pas assez de candidats. Donc, the next right move, il faut aller dans ce genre de programme, par exemple. Et surtout se dire que après tout ça, il faut rester consistant dans les efforts. Il faut travailler, il faut rester consistant. Généralement, les femmes doivent faire un peu 120%, mais bon, pour le moment, il faut le faire et il faut se lancer. Voilà, merci. Merci beaucoup. Là, on va marquer la fin de cette première table ronde. Donc, on va continuer le programme de la journée avec les ateliers. Donc, je laisse Ange nous présenter les différents ateliers. Ah oui, c'est vrai que j'avais oublié par contre pour la phase des questions-réponses. C'est un peu court, mais on peut prendre rapidement 1 ou 2 questions max. S'il y a des petites questions, parce qu'on l'a démarré un peu plus tard. Est-ce qu'il y aurait des questions? On peut prendre une question, 2. Oui. J'avais 3 questions, mais je vais en poser une seule. Selon vous, quels sont les leviers à mobiliser pour inverser la tendance pour, premièrement, déjà encourager les femmes à s'orienter? Selon vous, quels sont les leviers à mobiliser pour inverser la tendance? 1, pour encourager les femmes à s'orienter vers ces métiers, et 2, pour encourager les employeurs à recruter les femmes à profil égal face aux hommes. Du coup, pour la deuxième question, si tu permets, parce que non, parce qu'on a une table ronde avec d'autres personnes qui ont des profils, d'autres femmes.
qui ont des profils plutôt RH. Et je pense qu'elles sont... Enfin, ta question sera beaucoup plus intéressante dans cette table ronde-là. D'accord, alors je vais poser la première question. C'est, dans le langage courant, on utilise 2 ou 3 mots pour parler du domaine, du secteur dans lequel, voilà, qui nous rassemble aujourd'hui. Mais numérique, digital, tech, quelle différence il y a entre les trois? Si différence il y a, puisque les trois termes se ressemblent un peu mais ne se recouvrent pas. Est-ce que je peux répéter la première partie de ta question? S'il te plaît. Dans le langage courant, on va utiliser 2 ou 3 termes pour parler du secteur dans lequel, enfin le secteur qui nous rassemble aujourd'hui. Du sujet plutôt qui nous rassemble aujourd'hui, numérique, digital et tech. Quelle est la différence entre les trois, si différence il y a, même s'ils sont proches mais ne se recouvrent pas? Répondre rapidement à la question. Alors, souvent j'ai envie de dire, c'est une très bonne question, mais j'ai juste envie de dire souvent ChatGPT, Google It, mais bon, c'est pas. Mais bon, je dirais le digital, le numérique, la tech, la technologie, c'est vraiment assez global. On a la technologie pour faire des caméras, c'est de la technologie qu'on utilise pour, je sais pas, utiliser des tracteurs, faire des tracteurs techniquement, ce genre de choses. Le digital, c'est vraiment orienté autour des métiers où on utilise un ordinateur, où on construit, je sais pas, par exemple, des applications, les téléphones et autres. Le numérique, c'est vrai que c'est assez flou la frontière entre les trois. Donc vraiment, je ne vais pas entrer dans toutes les définitions de Google ou bien de dictionnaire là-dessus, mais en tout cas, le digital recouvre un peu l'ensemble des métiers qui utilisent à peu près le numérique pour fonctionner, quoi. Donc je pense que ChatGPT va mieux donner. Ok, est-ce qu'il y aurait une dernière question? Ah, pardon, tu voulais dire quelque chose? Ah mais je peux dire quelque chose. Oui. Rapidement, j'allais pas dire quelque chose. Non mais ouais, c'est un peu compliqué de faire le distinguo entre les trois. Même moi, entre numérique et digital, j'ai jamais réussi à le faire. Mais entre tech et digital, je dirais que la tech, c'est un peu l'enabler. C'est la technologie, c'est un peu la base. On a plein de technologies super intéressantes, etc. Et le digital, il va ramener la couche un peu expérience client, digital, processus. Il va donner du sens à cette technologie à travers un parcours, un process. Et c'est un peu ça le digital pour moi. Enfin, en tout cas, mais numérique, je ne sais pas du Moi, peut-être avant que les RH n'arrivent sur sa première question, comment faire que les femmes viennent dans la tech? Parfois, il y a un blocage, c'est quand une femme devient femme, il y a d'autres aspects de sa vie qu'il faut gérer. Être maman, épouse, gérer le côté familial. Donc en fait, pour moi, c'est avoir une entreprise où on peut breastfeed, où elle peut allaiter, une salle d'allaitement, ne pas la stresser quand elle est en congé maternité, être payée, ne pas être discriminée parce qu'elle est partie en congé maternité, lui donner un peu plus de temps, parce que les enfants qu'on fait à la maison, c'est aussi bien pour nos hommes, c'est bien pour la société. Sans ça, on n'évolue pas. Voilà. C'est extrêmement important ce point. Merci pour la question. Ok. En tout cas, merci encore à toutes nos guests. Merci Christelle, merci Patou et merci Jeanne. Donc on va passer à la phase suivante qui est les ateliers en brainstorming. Donc je laisse Ange le soin de nous présenter ces ateliers. Merci encore. La dernière intervention de Christelle est un très bon pont pour nos mini-ateliers. Alors, on a prévu 3 ateliers différents.
avec des thèmes qui vont nous permettre justement de discuter justement des inégalités et opportunités rencontrées par les femmes exerçant dans la tech. Le fait d'avoir des problématiques quand je parle de maternité, c'est une inégalité par rapport à un homme qui n'a pas ce problème-là, qu'il doit rencontrer. Donc, on va pouvoir en discuter dans un atelier. Le deuxième atelier, barrières et opportunités à l'entrée. On en a parlé tout à l'heure. Fatou me disait que pour elle, il n'y a pas de barrière. On peut tous se former à la technique digitale. C'est une question de vouloir. On pourra en débattre dans cet atelier. Et le dernier, c'est la féminité dans le monde de la tech, véritable challenge. Est-ce que les baskets et les talons vont ensemble dans la tech? En termes de féminité, il n'y a pas plus simple que les talons. Même si aujourd'hui les baskets, je suis une fan de Jordan aussi, donc c'est ce que j'ai voulu mettre aujourd'hui, mais je n'avais pas la bonne figure. Est-ce que les Jordan sont plus simples à accepter portés par un homme ou quand j'arrive avec mes talons dans une réunion de DSI, ça passe? C'est féminité. Donc, je vais vous demander de vous répartir selon le thème qui vous plaît. Vous avez les paperboards qui vous indiquent où se tiendra l'atelier. Vous avez la salle d'à côté, en groupe de 20 personnes, selon le thème qui vous intéresse. On va débattre, discuter, et je vais vous demander aussi de désigner un rapporteur. Cette personne aura la charge légère, pas lourde, de nous dire ce que vous avez pu échanger autour de ces thèmes-là. Vous avez les paperboards pour noter, ou s'il y a quelqu'un qui a un mindset qui retient tout, il peut y aller aussi. On prend toutes les compétences. Donc je vous en prie, levez-vous. Si vous avez soif, il y a des bouteilles d'eau qui sont disponibles. Je l'ai déposé. Dans les groupes, c'est soit vous désignez un volontaire, ou quelqu'un se présente comme volontaire pour faire le rapporteur. Mais n'hésitez pas. Et les ateliers sont pour tout le monde, y compris nos guests, s'il vous plaît. Ça permettra aux personnes qui sont dans les ateliers de poser des questions. Un atelier se tiendra dans la salle où nous sommes, juste sur la gauche, et les deux autres ateliers dans la salle.